Bonjour et bienvenue dans le meilleur des mondes. Cet épisode colonisation et racisme à la française, je voulais que ce soit le premier parce que pour moi c'est un très bon exemple d'histoire internationale qui impacte encore actuellement des situations nationales des pays. Précision avant de commencer, ce podcast dans le meilleur des mondes, il portera pas toujours sur la France et sera vraiment dédié à des situations internationales. Ce premier épisode, colonisation et racisme à la française, il va permettre de comprendre comment la colonisation en tant que processus historique et politique a permis d'instaurer une hiérarchisation des races et comment ça se perpétue encore aujourd'hui en France. Pour voir ça, il y aura 4 étapes. Déjà, où et quand se sont installés les colons français. Ensuite, comment est-ce qu'ils ont mis en place un ordre politique et social raciste. Quel impact cette installation a eu sur l'imaginaire et les représentations, ce qu'il reste de cet héritage et comment ça impacte la société contemporaine. Allez, c'est parti. Vous le savez déjà sûrement, mais il n'y a pas si longtemps, la France était un empire colonial, de même que d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, le Japon, etc. Et l'histoire commence au XVe siècle. Vous avez dû entendre parler de 1492 et la découverte, entre guillemets, de l'Amérique par Christophe Colomb. Et bien c'est à partir de ce siècle-là que les Européens, après avoir construit des bateaux assez solides pour parcourir le globe, vont découvrir, toujours entre guillemets, des continents entiers, comme l'Amérique, l'Océanie, le reste de l'Afrique et de l'Asie. Évidemment, ces endroits qu'ils découvrent sont en fait déjà habités par des humains qui ont créé des sociétés tout à fait différentes des sociétés européennes. Bon, du coup, les Européens, ils débarquent dans ces zones qu'ils connaissent pas, ils rencontrent des gens qui y vivent, des paysages différents, et là, ils ont la bonne idée de se dire, tiens, si on tuait tous ces gens pour s'approprier leurs terres et leurs ressources, et puis ceux qui restent, on n'a qu'à les réduire en esclavage pour qu'ils travaillent gratuitement pour nous. Quelle bonne idée, Christophe! C'est donc au XVIe siècle que débute la colonisation européenne. Alors je veux pas m'attarder vraiment sur cette période et plutôt commencer dès le XIXe siècle, mais c'est quand même important de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, de savoir qu'il y a eu donc une réduction en esclavage de personnes africaines qui étaient déportées dans les Caraïbes et en Amérique pour travailler dans des plantations. C'est ce qu'on appelait le commerce triangulaire. Donc les Européens, ils allaient souvent sur les côtes ouest de l'Afrique, comme au Sénégal, en Angola, en Guinée. Ils emprisonnaient les personnes qui vivaient là pour les déporter en Amérique et les faire travailler dans des plantations de produits exportables comme le sucre, le chocolat, le café, etc. Et d'ailleurs, ça fait pas de mal de s'en rappeler, mais si on peut manger tout ça aujourd'hui en France, c'est à cause de la déportation de millions d'Africains. Voilà. Peut-être que je ferai un épisode plus tard pour développer plus cet aspect-là. Bon, on fait maintenant un saut dans le temps pour arriver au 19e siècle. C'est le siècle qui est connu pour sa révolution industrielle. Ça veut tout simplement dire que les sociétés européennes, avant, elles étaient basées principalement sur l'agriculture et que grâce aux innovations, elles vont devenir plus basées sur l'industrie. Le Royaume-Uni et la France deviennent les plus grands empires à cette période-là parce qu'ils se mènent un peu une course à l'industrialisation et aux ressources. Et du coup, pour avoir ces ressources-là, ils vont les extraire dans d'autres territoires. Mais on va se concentrer sur l'empire français et la colonisation française. Le processus français de colonisation, il commence donc au XVIe siècle, comme je l'ai dit, avec la conquête de l'Amérique du Nord, des Antilles et d'archipels dans l'océan Indien. Ça reprend donc au XIXe siècle, et ça débute en 1830, avec les troupes de Charles X qui débarquent à Alger. C'est le début de l'Empire français en Afrique, qui va s'étendre en Asie et dans l'océan Pacifique. Ces conquêtes coloniales, elles se font dans la violence, même s'il y a des traités de protection et d'amitié qui sont signés souvent avec des souverains locaux, les Français vont utiliser la violence pour s'approprier les biens et les territoires. Alors ça se passe pas très bien, il y a donc des massacres de population, des déportations et l'asservissement des gens sur place pour travailler donc dans les plantations et dans tout ce qui est extraction de ressources. S'installe alors en quelques décennies un empire colonial qui met en place une organisation politique qui est fondée sur l'extraction des ressources et l'utilisation des populations locales comme main-d'œuvre. Alors c'est à ce moment-là que le racisme est théorisé. La différenciation des personnes en fonction de leur région de provenance, elle existait déjà au moins depuis l'Antiquité. Par contre, c'est vraiment au XIXe siècle que le racisme devient un argument politique, économique, officiel, de domination et de discrimination. Alors c'est notamment Hannah Arendt, une philosophe du XXe siècle, qui explique que la pensée raciale, elle est devenue une idéologie à ce moment-là. Et elle a justifié donc un projet politique basé sur la discrimination en fonction des catégories raciales. Donc le racisme, ça consiste à créer des catégories entre les humains selon une race supposée.
Alors, la colonisation, elle dure près de 400 ans. Elle s'achève en 1977, quand Djibouti devient indépendant. Et non pas en 1962, à la fin de la guerre d'indépendance d'Algérie. Il reste encore plusieurs territoires qui accéderont à l'indépendance vis-à-vis de la France jusqu'en 1977. On est en 2023 et il y a donc 46 ans, juste pour donner un ordre de grandeur, ma mère en a 55, il y a donc 46 ans, la France était officiellement un pays colonisateur. Une nation qui en a servi ses d'autres, un peuple qui se voulait politiquement et officiellement supérieur à d'autres. Et aujourd'hui, même si l'Empire n'existe plus, d'anciennes colonies sont devenues des départements et des régions d'outre-mer, comme les Antilles, la Guyane, la Réunion, Mayotte, etc. Et certains courants politiques considèrent que ces endroits sont encore traités comme des colonies, puisque déjà on dit France métropolitaine, comme à l'ancienne avec la métropole et ses colonies, mais aussi parce que les descendants de personnes esclavagisées sont toujours plus pauvres que les descendants de personnes esclavagistes. L'impérialisme français a donc touché tous les continents. La superficie de l'Empire en 1939, c'était un peu plus de 12 300 000 km², alors que la France hexagonale, sans la Corse, fait environ 550 000 km². Voilà. Donc maintenant qu'on a vu où et quand les colons français se sont installés, voyons comment est-ce qu'ils ont mis en place cet ordre politique et social raciste. La base déjà, c'est de définir qu'est-ce que c'est que le racisme. Donc c'est une idéologie selon laquelle l'espèce humaine est composée de plusieurs races et que parmi ces races, il y en a des supérieures et des inférieures. Et des scientifiques, notamment au XIXe siècle, ont tenté de prouver ces différences de manière biologique, mais aujourd'hui ces théories, elles ont été réfutées évidemment. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que ces théories qui voulaient que les humains soient naturellement hiérarchisés, eh bien elles ont permis de justifier une réelle hiérarchisation, mais cette fois-ci sociale et politique. La base du racisme, c'est l'essentialisation, la généralisation. C'est-à-dire qu'à partir notamment de critères physiques que l'imaginaire va associer à une race supposée, eh bien on va en découler des préjugés sur le comportement des personnes par exemple. Une autre base du racisme, cette fois-ci du racisme en Occident, c'est que les personnes blanches et qui sont vues comme blanches ne sont pas, elles, racialisées, ce qui veut dire qu'elles sont perçues comme étant la norme. Le racisme dans une société, ça fait interagir différentes choses. Ce sont à la fois des clichés, des représentations qui se mélangent aux positions sociales, au traitement que chacun va réserver à son voisin en fonction de sa race supposée. Et ce racisme, il est systémique, notamment en France, puisqu'il discrimine de manière globale, en fait. C'est-à-dire qu'il diminue des possibilités aux gens. Ça peut être des difficultés d'accès au logement, à l'emploi, à une éducation égalitaire. Il augmente les chances d'être maltraité par les forces de l'ordre, par les gens dans l'espace public, etc. Voilà, en tout cas, quand les colons, au XIXe siècle, ils arrivent sur les autres continents, ils considèrent rapidement qu'ils sont supérieurs aux autres humains, qu'ils viennent juste de rencontrer. Ces colons, ils vont alors penser qu'ils ont la mission de les civiliser, ces gens-là, de les rendre plus humains. Et c'est le racisme qui est à la base de la mission civilisatrice. C'est un concept qui va prendre forme déjà au XVIe siècle avec les missionnaires chrétiens, qui eux vont vouloir convertir au christianisme les populations du monde entier parce qu'ils considèrent que le christianisme c'est une religion supérieure et porteuse d'humanité, contrairement à toutes les religions polythéistes et les rites païens. Au XIXe siècle, au moment où les colons européens agrandissent leur pouvoir et leurs empires, c'est plus vraiment la religion chrétienne qui est avancée comme argument, mais plutôt d'autres notions, comme la raison, la société, la nation, le nationalisme. Et les Français, ils vont opposer ces valeurs aux valeurs que semblent partager ces autres personnes qu'ils colonisent. C'est-à-dire que les colons, ils vont considérer que ces peuples donc, sont inférieurs, ça je l'ai dit, parce qu'ils les trouvent en fait tout simplement moins développés humainement et plus proches de la nature. Et les colons, ce qu'ils vont vouloir faire gentiment, de bonne foi, ils vont vouloir les rendre plus humains et leur apporter la civilisation. Pour illustrer ça, je vais vous lire quelques phrases de grands hommes de l'histoire française. On a Victor Hugo qui dira en 1879 que, je cite, « Au XIXe siècle, le blanc a fait du noir un homme ». Rien que ça. Et Jules Ferry, en 1885, à la Chambre des députés, justifie la colonisation en disant que, je cite, « Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures ». Voilà, comme ça c'est clair. Voilà comment le racisme permet ensuite aux colons européens de mettre en place tout un système de supériorité présumée sur les autres. Maintenant qu'on a vu l'idéologie du racisme et de la mission civilisatrice, on va voir comment, concrètement, qu'est-ce qui est fait dans la société coloniale pour mettre en place cette hiérarchie.
Il y a plusieurs mécanismes qui vont être mis en place pour installer cette hiérarchie raciale dans les sociétés coloniales. Notamment, un des plus importants, c'est le statut d'indigène. En fait, les personnes colonisées vont être plus considérées comme des sujets que comme des citoyens, ou alors comme des citoyens inférieurs. Ce régime de l'indigénat, il commence en Algérie et en Nouvelle-Calédonie, mais à la fin du 19e siècle, il va être étendu officiellement à tout l'Empire français. Et il va durer jusqu'en 1946. Alors l'indigénat, c'est un statut qui était donné aux personnes colonisées, et ça rassemble tout un tas de règles et de pratiques qui n'étaient pas inscrites dans la loi française, et qui permettaient de tout simplement mieux coloniser les gens de manière plus efficace. Indigénat, ça vient du mot indigène. Indigène, c'est presque synonyme de autochtone, de natif ou de locaux, sauf que ça veut exactement dire celui qui est né dans le pays dont on parle. C'est donc un mot qui est utilisé par des personnes extérieures au contexte donné. C'est un mot qui désigne l'autre, celui qui vit ailleurs et celui qui n'est pas comme nous, tout simplement. Donc on a un statut qui est mis en place de manière plus ou moins officielle dans toutes les colonies françaises. Et on parle couramment du code de l'indigénat, pourtant ça n'a rien d'un code comme le code civil, le code du travail ou celui de la route, parce qu'en fait ces règles et ces pratiques, elles sont uniquement utilisées dans les colonies, et elles ne visent que les personnes colonisées, elles ne visent pas les Français, les colons français. Ces règles, elles sont déjà très strictes, et surtout, elles ne respectent pas plusieurs principes du droit français, même à l'époque. Notamment la séparation des pouvoirs, qui est le principe de l'état de droit et de la démocratie. C'est pas respecté parce que le plus souvent, les peines et les amendes, elles étaient décidées par les administrateurs coloniaux et pas par un juge. Donc il n'y avait pas de système judiciaire, système de justice tout simplement. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est le code de l'indigénat ? Déjà, comme je l'avais expliqué, le processus de colonisation, c'est avant tout une façon de s'enrichir, de s'étendre en envahissant des territoires, en dépossédant des populations de leurs biens, de leur liberté, et toujours au prétexte de vouloir les civiliser. Pourtant, ce processus est fondamentalement violent et liberticide, il enlève les libertés. En conséquence, les populations qui se font envahir et maltraiter par ces colons militaires, ils vont se mettre en résistance pour la plupart. Et cette résistance, elle va se maintenir pendant toute la durée de la colonisation d'ailleurs, jusqu'au retrait des administrations françaises. Mais pour tenter de maîtriser ces révoltes, ces résistances, et tout simplement faire marcher droit ces indigènes, entre guillemets, les généraux et les administrateurs français sur place, ils vont décréter des pratiques très répressives et discriminatoires. Par exemple, il y aura des interdictions de circuler à partir d'une certaine heure, donc le couvre-feu, interdiction de circuler dans certains quartiers, des amendes collectives quand on ne trouve pas le responsable, donc absence totale de justice, des détentions en durée indéterminée sans motif validé par un juge, des privations de liberté, des déportations de population, donc des expropriations de terres, des internements, du travail forcé, et au fur et à mesure, ces règles elles deviennent de plus en plus strictes, puisque les Français ont peur de plus en plus des insurrections. On va avoir d'autres interdictions qui vont s'ajouter, comme l'interdiction de se réunir, de se déplacer hors de sa commune sans autorisation. Plus les indigènes, donc les locaux, commettent ces délits et infractions aux critères très sévères, plus ils sont punis, ça paraît logique. Et tout ça est appliqué par des généraux ou des chefs locaux, donc il n'y a vraiment pas de procès, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de justice. Et ces règles, vu qu'elles sont appliquées que sur les peuples colonisés qu'on veut asservir, elles rendent les personnes colonisées, par définition, elles les rendent plus souvent délinquants et criminels que les Français sur place, puisqu'ils sont visés tout simplement par des règles beaucoup plus strictes et liberticides. Évidemment, la torture et les punitions corporelles sont illégales, mais elles existent bel et bien. Donc en 1881, ce régime disciplinaire il va s'étendre officiellement à tout l'Empire. Et j'ai sous les yeux un petit exemple de ce code qui était écrit notamment pour contenir les révoltes Kanak, donc en Nouvelle-Calédonie. Je vais les lire. Donc ça dit: le 23 décembre 1887 est éditée une liste d'infractions spéciales pour les indigènes non citoyens français. 2 points. Petit 1, la désobéissance aux ordres. Petit 2, le fait d'être trouvé hors de son arrondissement sans justifier d'une autorisation régulière. Petit 3, le port d'armes kanak dans les localités habitées par les Européens. Petit 4, la pratique de la sorcellerie ou les accusations de ces mêmes pratiques portées par les indigènes les uns contre les autres. Alors là, petit 4, c'est intéressant parce que en plus de toutes les règles, ils les empêchent de pratiquer leur propre rite et donc ils leur empêchent d'avoir leur propre croyance.
Petit 5, le fait d'entrer dans des cabarets ou débits de boissons. Donc ça, c'est carrément de la ségrégation, pas pouvoir entrer dans des lieux. Le petit 6, la nudité sur les routes ou dans les centres européens. Donc là, on empêche les gens de se comporter comme ils le faisaient avant l'arrivée des colons. Et surtout, on les force à rentrer dans la morale chrétienne et occidentale de l'époque. Donc la nudité, c'était pas du tout... c'était pas du tout accepté par les Français, et du coup, quand ils sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, apparemment les gens avaient l'habitude d'être nus, et du coup, ils vont être empêchés de le faire. Petit 7, l'entrée chez les Européens sans leur autorisation. Pardon, celui-là me fait rire. L'entrée chez les Européens sans leur autorisation. Comme si les Européens avaient demandé l'autorisation pour entrer chez eux. Petit 9, le fait de troubler l'ordre ou le travail dans les habitations, ateliers, chantiers, fabriques ou magasins. Donc là, en fait, c'est interdit de se révolter, quoi. Ensuite, en 1888, il y a le petit 10 qui est ajouté, le fait de circuler dans les rues de la ville et ses faubourgs après 8h du soir. Le couvre-feu de hyper strict, quoi. Et en 1892, complété par le fait de troubler l'ordre dans les rues de la ville de Nouméa et des centres de l'intérieur. Donc pareil, interdit de se révolter. Ces règles, elles sont strictes et surtout, elles empêchent les gens de vivre comment ils vivaient avant, tout simplement dans leurs pratiques, leurs croyances, leur manière de se vêtir, leur manière de se déplacer. Donc ce code de l'indigénat, il est très strict, très inégalitaire et va vraiment en fait installer des lois discriminatoires, tout simplement. Un autre point, un autre mécanisme qui se met en place dans la société coloniale et raciste, c'est le travail forcé. Alors, l'esclavage, il a été aboli en France définitivement, entre guillemets, en 1848. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus avoir de maîtres et leurs esclaves, en fait. Mais le travail forcé et gratuit est très très courant dans l'Empire colonial français, jusqu'aux indépendances, jusqu'aux indépendances au XXe siècle. Et les personnes qui étaient esclavagisées, elles sont maintenant libres, mais elles n'en ont pas fini avec les violences des Européens, puisque le travail forcé ou la corvée, c'est un peu une variante de l'esclavage, à la seule différence que donc, les travailleurs n'appartiennent pas à proprement parler aux colons. Ceci dit, le traitement qui leur est réservé, c'est assez similaire déjà, parce qu'ils ne sont pas vraiment payés, ou alors payés en nature, avec par exemple du tissu, mais ça ne vaut absolument pas le travail qu'ils fournissent. Ils sont obligés de se déplacer en fonction des travaux qui leur sont demandés. Lors de leur déplacement, les colons forcent les habitants des villages qu'ils traversent à nourrir à la fois les travailleurs forcés et les colons eux-mêmes. Une autre similarité avec l'esclavage, c'est que le travail est tellement dur et épuisant et fait dans de mauvaises conditions que ces gens-là, ils risquent en fait de mourir tout simplement en travaillant. Et enfin, ils sont encadrés par les forces coloniales. Ils se font maltraiter en fait s'ils font pas bien leur travail. Comme des esclaves, quoi. Alors, en plus de ça, ce travail forcé, il n'est pas forcément vu comme une punition. Alors parfois, il peut être utilisé après un délit commis par les indigènes, entre guillemets, pour punir donc ces indigènes-là. Mais il est vu surtout comme un dû. Les colons, ils se disaient, mais en fait, ils nous doivent bien ça, puisque nous, on leur apporte la civilisation, donc eux, ils vont travailler pour nous, c'est normal, en fait. Ce travail forcé, il a permis de construire des infrastructures dans ces vastes territoires qu'on connaît en Afrique, en Asie notamment. Des voies ferrées, des trains, des routes, des ponts. Et ces infrastructures, elles servaient uniquement en fait à augmenter le rendement des colons européens et à leur permettre d'exploiter toujours plus les ressources qui se vendaient bien à l'époque, comme par exemple le caoutchouc qui était très demandé suite à l'invention de l'automobile. Il y a un exemple qui est assez connu parce que il a été cité dans un livre d'un journaliste français qui s'appelle Albert Londres. C'est le chantier de la voie ferrée et du train Congo-Océan. Donc c'était une voie ferrée qui devait relier le Congo à l'océan Atlantique, donc c'est loin. Les colons français, ils ont tué des milliers de gens. C'est-à-dire que ce chantier était tellement difficile et que les personnes qui étaient forcées de travailler étaient tellement maltraitées qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes pour faire un train, quoi, une voie ferrée. Donc en fait, toutes les grandes infrastructures qui sont construites sur les territoires colonisés à ce moment-là le sont juste parce que des millions de personnes elles travaillent gratuitement
et parfois meurent sous la charge de travail. J'ai lu aussi que parfois les colons s'inquiétaient quand même de la mort rapide des personnes forcées de travailler, mais ils déplorent souvent ça parce que ils se disent que si tout le monde meurt, il n'y aura plus personne pour faire leur train en fait. Alors, je cite, « Vous êtes, comme nous tous, au courant de la mortalité effrayante qui frappe les prestataires employés à la construction des routes de Tananarive-Tamatave, Tananarive-Malunga. » Je m'arrête là juste. Les prestataires employés, on parle bien de personnes forcées à travailler gratuitement, donc très proche de l'esclavage. Je reprends. Elle a atteint ces derniers mois une proportion si grande qu'on peut prévoir à brève échéance que la population, même la plus valide des hauts plateaux, sera tellement réduite que les colons ne pourront plus rien entreprendre. Fin de la citation. Nous voilà donc avec des populations dans différents coins de la planète qui se font maltraiter par leurs occupants et qui paient pour leur résistance ou leur insoumission, et ce, pendant des siècles. Évidemment, de quoi laisser des traces dans les esprits, dans les mémoires collectives, familiales, dans la transmission de valeurs, que ce soit du côté des personnes colonisées, comme du côté des colonisateurs, et encore plus, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est aussi leurs descendants à tous, les colonisés comme les colonisateurs. Donc on a vu l'indigénat, on a vu le travail forcé, et maintenant je vais expliquer globalement comment est-ce que c'était organisé politiquement dans les colonies et comment s'organisait la société coloniale. Les colons se sont arrangés pour faire tomber les pouvoirs les plus forts et ne conserver que les chefs et les souverains qui leur étaient favorables. Comme par exemple au Maroc, où même si le Maroc était une colonie française, le roi est resté en place au Maroc. Mais il n'avait pas beaucoup de pouvoir évidemment par rapport à l'administration française. Les colons ont donc en fait modifié les rapports de force dans les colonies, ils ont tracé d'ailleurs leurs propres frontières, sans tenir compte des frontières déjà existantes, en tout cas, ou des sociétés déjà existantes. Ils n'ont pas consulté les autochtones. Aussi, important, quand il y avait des missions militaires et quand il y avait besoin de remplir les rangs des forces de l'ordre colonial, les colons, ils embauchaient très souvent d'anciens esclaves ou d'autres Africains. Donc ce qu'on connaît comme tirailleurs sénégalais par exemple, ça existait dès le 19e siècle. En fait, ils n'ont pas attendu la Première Guerre mondiale pour embaucher des Africains. Et pas que des Africains d'ailleurs, c'était aussi en Asie. Donc on voit bien que les Européens installent une hiérarchie entre les individus. On a d'un côté les colons européens et de l'autre les indigènes colonisés. Cette hiérarchie, elle est violente, physiquement, parce qu'elle justifie l'exploitation des personnes, la maltraitance, la privation des droits et des libertés. Mais je voulais rajouter aussi que la colonisation, elle a mis en danger la biodiversité. Parce que les Européens, ils ont commandé vraiment l'extraction de beaucoup de ressources et ils ont modifié l'équilibre naturel en produisant à outrance des denrées qui s'exportaient bien. Donc au lieu de planter des choses que les locaux allaient manger, ils ont souvent planté des produits à des fins commerciales, comme je l'avais dit, le café, la canne à sucre. Donc c'est à la fois les corps humains, mais aussi la nature et l'environnement qui souffrent de cette violence coloniale. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'en plus des violences physiques, ce sont aussi les esprits, les mentalités qui sont marquées par la colonisation et par cette hiérarchisation raciste. Maintenant qu'on a vu les faits de la colonisation, c'est-à-dire les conquêtes territoriales, les expropriations, l'esclavagisme, le travail forcé, les violences administratives, les lois discriminatoires et la mission civilisatrice qui considère les autres humains comme inférieurs, passons aux conséquences directes sur les représentations. Tout d'abord, il faut savoir que l'Empire en tant que tel et les conquêtes territoriales sont glorifiées en France hexagonale. On met en avant le fait que la France et sa civilisation vont se répandre à travers le globe. C'est visible notamment par les expositions universelles coloniales qu'on a à Marseille, à Paris, qui vont participer à cette glorification. En plus de ça, il y a une rivalité toujours avec le Royaume-Uni sur qui sera le premier empire. Et c'est une fierté pour le peuple français de diffuser leur modèle de société et de gagner cette course à l'empire. En plus de la glorification de l'empire, on a un imaginaire romantisant qui se met en place, qui s'appuie sur la mission civilisatrice. Parce que cette mission civilisatrice, elle considère que le blanc a un rôle de sauveur. Voilà, le sauveur blanc, c'est vraiment ça. Celui qui va aider les pauvres noirs, les pauvres asiatiques, les pauvres kanaks à sortir de leurs conditions de sauvages, quoi. C'est vraiment ça. Et ces idées-là, elles vont s'accompagner d'une objectification des personnes colonisées, ce qu'on appelle à ce moment-là les indigènes. Puisque, on l'a vu, les personnes colonisées sont réduites au travail forcé pour servir les intérêts des colons. Ces personnes colonisées, elles sont donc renvoyées à leurs fonctions physiques et corporelles. Et dans le cas du racisme, d'ailleurs, c'est la même chose avec le sexisme,
Il s'agit d'enlever une part d'humanité à la personne que l'on a en face, en la réduisant à ses attributs, notamment corporels, et en lui niant un libre arbitre qui est propre à lui-même. Et de cette objectification découle une fétichisation, une exotisation. Et pas seulement sexuelle, mais dans tout l'imaginaire. On va voir à ce moment-là, au XIXe siècle, toute une littérature, des peintures, des sculptures qui vont décrire les colonies comme des endroits merveilleux. Enfin, les Européens qui sont pas dans les colonies, mais même d'ailleurs ceux qui sont dans les colonies, ils vont se faire vraiment des films sur comment ça se passe dans les colonies. Voilà, c'est des endroits dignes de curiosité, où on trouve des histoires extraordinaires et exotiques à raconter. L'Orient est vraiment fantasmé, c'est à ce moment-là qu'il y a un courant qui s'appelle l'orientalisme qui va naître, et on fantasme sur tout ce qu'on va attribuer aux colonies. C'est leurs épices, les animaux sauvages, les tissus colorés, les corps des personnes colonisées. Donc voilà, c'est tout un imaginaire colonial qui se crée. Et les expositions coloniales dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont un exemple parfait parce qu'elles illustrent vraiment à merveille comment est-ce qu'on romantisait la colonisation à cette époque. On a notamment l'exposition coloniale de Paris de 1930 qui s'est tenue au Bois de Vincennes, qui a vraiment essayé de reproduire, ils appelaient ça les villages coloniaux. Donc en fait, ils reproduisaient déjà l'architecture de tous les endroits qu'ils avaient colonisés. Donc il y avait des quartiers avec l'architecture qui ressemblait plus à l'Afrique du Nord, des quartiers d'architecture qui correspondaient au Cambodge. Enfin voilà, tous les endroits colonisés, on a essayé de reproduire leur architecture. Et en plus de ça, les colons ont ramené énormément d'objets, d'art de ces régions-là. D'ailleurs, c'est encore une question aujourd'hui de retourner ou pas ces objets d'art au pays d'où ils provenaient, tout simplement. Donc voilà, ils ramènent des objets d'art, et ils ramènent pas que ça, ils ramènent aussi des gens sur place. Donc il y a vraiment des os humains, et je pense que c'est assez clair pour tout le monde ça. Mais je vais quand même l'expliquer. C'était donc ramener des personnes des territoires colonisés. Donc c'était Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, Asie du Sud, Nouvelle-Calédonie, Madagascar, tout ça, toutes ces personnes-là, en ramener un peu des sortes d'échantillons, des exemples d'humains qui pouvaient se trouver dans ces régions-là pour que les Français, les Européens aient accès et puissent visualiser correctement qui se faisait coloniser, quoi, en fait. Les gens étaient pris des colonies pour que les Européens se rincent l'œil à Paris et à Marseille. Et pour terminer sur l'imaginaire et les représentations, tous ces processus qu'on a vus liés à la colonisation, ils mettent l'indigène, toujours entre guillemets, dans un paradoxe que j'appellerais le paradoxe du sauvage et du délinquant. Je m'explique. Le sauvage, la personne colonisée, il a sa culture, ses coutumes, ses croyances, ses langues, ses manières de se vêtir, de se déplacer, de s'organiser, etc., qui sont dévalorisées par le discours et les pratiques des colons, qui veulent valoriser et imposer leurs propres pratiques, leurs propres normes et valeurs. Mais en parallèle, les colonisés y sont traités comme de perpétuels délinquants et hors la loi, puisque les règles qui leur sont imposées sont très très strictes. On l'a vu avec l'indigénat notamment. Et les colons, ils veulent que le sauvage, l'indigène, perde son identité, la mette de côté, pour s'assimiler et intégrer les normes françaises. Pourtant, l'indigène ne pourra jamais s'assimiler, puisqu'il sera toujours renvoyé à son statut de sauvage, de délinquant, celui qui ne sait pas s'adapter, celui qui n'est pas assez humain, pas assez civilisé. La mission civilisatrice, elle n'est qu'un prétexte raciste à la colonisation, et les personnes colonisées seront toujours considérées comme inférieures, même si elles tentent de se conformer à 100% à ce qui est soi-disant attendu d'eux, puisqu'ils seront toujours envoyés à leurs conditions d'origine et toujours utilisés pour servir les intérêts des colons. Ce processus de colonisation, il a donc légitimé la domination européenne sur d'autres populations, les peuples colonisés, et met en place un imaginaire qui se nourrit des pratiques discriminantes, et inversement, ces pratiques se nourrissent de l'imaginaire. Ces deux éléments interconnectés, ils servent à expliquer pourquoi, même après la décolonisation, le racisme systémique persiste tant chez les anciens colonisés que chez les anciens colons. Cette histoire coloniale, elle a duré des siècles, elle concerne tous les continents, elle laisse des traces dans les sociétés, autant en France que dans les pays anciennement colonisés. L'imaginaire qui s'est construit, il reste ancré dans les mentalités, dans les pratiques,
puisqu'il produit des représentations qui sont bien concrètes et qui elles-mêmes vont continuer d'alimenter l'imaginaire raciste hérité de la colonisation. Maintenant que j'ai expliqué tous les ressorts racistes de la colonisation française, je vais voir comment est-ce que ce racisme il s'exprime aujourd'hui dans la société française. Pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, je vais utiliser l'expression de personnes racisées qui permet de désigner toutes les personnes qui ne sont pas perçues comme blanches ou occidentales. Et je vais citer Grasly et Rokhaya Diallo, deux écrivaines françaises qui ont d'ailleurs un podcast qui s'appelle Kiffe ta race et qui traite de questions raciales. Elles expliquent que le mot racisé, ça permet de parler de l'expérience sociale des gens qui ne sont pas blancs, tout simplement. Et comme la race est une construction, être racisé, ce n'est pas un statut de naissance, mais c'est bien une construction sociale qui dépend du contexte et de la société. La colonisation, elle a laissé un héritage qui explique en partie l'existence du racisme en France aujourd'hui. Et je dis bien en partie parce que ça n'explique pas tout et ça n'explique pas non plus toutes les formes de racisme. Par exemple, le racisme envers les gens du voyage n'est pas du tout lié à une histoire coloniale française. Mais la colonisation explique bel et bien une bonne partie du racisme français, notamment le travail forcé et l'asservissement des personnes colonisées à l'époque coloniale. Ça a laissé des traces dans les clichés liés au corps. On considère souvent les personnes racisées comme des gens qui résistent mieux aux travaux pénibles, dangereux, difficiles, et elles sont vues comme plus résistantes. Et par là même, elles peuvent être vues comme moins aptes à exercer des métiers plus intellectuels ou académiques. La considération des personnes colonisées comme des êtres sauvages et éloignés de la civilisation a créé des représentations qui enferment les personnes racisées aujourd'hui dans des caractéristiques. La société française peut les voir comme des gens qui ne peuvent pas et ne pourront pas s'adapter aux mœurs et aux pratiques de la société française. D'ailleurs, dans cette logique, les personnes racisées sont très régulièrement renvoyées à leur origine supposée, et ces remarques, elles remettent en question leur identité. D'autre part, elles leur enlèvent aussi la légitimité à être considérés comme de vrais Français. C'est pas qu'être français, ce soit la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, mais le fait qu'on remette en permanence en question ton identité, ta nationalité, ça peut créer vraiment un sentiment de rejet de la part d'une société et aussi la sensation de ne pas être légitime à être et à faire ce que font et ce que sont les vrais Français. Le racisme est donc bien présent en France, c'est visible par des discriminations très concrètes et d'ailleurs, le service central des renseignements territoriaux a relevé une hausse de 40% des actes racistes en France en 2019. On a aussi le ministère de l'Intérieur qui en 2020 a publié un article sur la mesure des actes à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux et qui conclut que près de 6000 crimes et délits à caractère raciste ont été relevés lors de l'année 2019. L'article explique aussi que les violences racistes sont très peu reportées à la police, donc on peut en déduire que le chiffre que j'ai cité tout à l'heure est bien en dessous de la réalité. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les victimes de racisme ne portent pas plainte plus souvent et ne vont pas plus souvent à la police ? Eh bien, c'est la même logique qu'avec les violences sexistes et sexuelles. Elles ne sont pas prises au sérieux. L'institution policière n'est pas faite, n'est pas adaptée pour prendre la parole de ces victimes-là, qu'elles soient victimes de racisme ou de sexisme. Il y a un risque pour les personnes racisées, puisque c'est le sujet ici, en allant porter plainte, de subir une double peine, une double discrimination. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir subi une violence discriminante, la victime peut tomber sur une institution policière qui n'est pas en mesure de répondre à ses attentes et de recevoir leur parole de victime, leur plainte. Mais alors pourquoi ? Eh bien parce que la police, au même titre que la société française, a hérité de son passé colonial évidemment. Le traitement par l'État et par les forces de l'ordre des personnes racisées a un héritage raciste. Parce que la colonisation française, comme je l'ai expliqué avant, a mis les indigènes dans une situation de délinquance quasi systématique. On l'a vu avec notamment le code de l'indigénat. Et aujourd'hui, les forces de l'ordre françaises perpétuent des pratiques racistes qui incriminent plus facilement les personnes racisées que les autres. En 2016, l'État français a d'ailleurs été condamné pour ça, pour faute lourde, à cause de contrôles policiers fondés sur des caractères racistes. Ça a été aussi le cas en 2020, une nouvelle fois, pour des faits similaires. Puisqu'il a été prouvé que la police française effectuait des contrôles aux faciès, comme on dit, donc des contrôles à caractère discriminant, raciste. Mais en France, les personnes racisées subissent aussi des discriminations dans la vie publique, que ce soit pour l'accès au logement, à l'embauche,
ou pendant leurs études, ces discriminations, elles sont assez courantes et handicapantes. En 2021, le ministère du Travail et de l'Emploi publie une étude qui montre que, je cite, « En moyenne, à qualité comparable, les candidatures dont l'identité suggère une origine maghrébine, donc Afrique du Nord, ont 31,5% de chances de moins d'être contactées par les recruteurs que celles portant un prénom et un nom d'origine française. » Même chose quand il s'agit de l'accès au logement. Une étude de SOS Racisme de 2017 montre que, je cite, « Un candidat perçu comme étant d'origine maghrébine a en moyenne un tiers de chances en moins de recevoir une réponse à sa demande de logement. » Ce ne sont pas les seuls domaines où le racisme s'exerce en France. L'exotisation des colonies et des personnes colonisées, vous vous rappelez, à travers l'art, les sculptures, les expositions coloniales, eh bien elle laisse aussi des traces. Parce que l'exotisation des personnes racisées en France, aujourd'hui, ça passe par associer des caractéristiques à ces personnes, qu'elles aient un lien avec la sexualité ou pas d'ailleurs. Mais l'exotisation, elle réduit encore une fois les personnes racisées à leur apparence physique, en niant leur individualité, et une part de leur humanité en les objectifiant. Ces représentations, elles sont aussi alimentées par l'art et la culture occidentale, les films, les livres, les séries, etc., qui donnent aux personnes racisées des rôles assez réducteurs et clichés. Mais alors pourquoi est-ce que ça persiste après avoir dit tout ça, après avoir revu toute cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on est quand même dans une société qui perpétue ce racisme? Eh bien déjà, je pense que ça vient d'un manque de remise en question au niveau de la politique. Il n'y a pas ou très peu de volonté de l'État de remettre ces questions et cette colonisation sur le tapis. Alors évidemment, en France, il y a une constitution, il y a des lois qui interdisent le racisme, qui le punissent, mais on ne remet pas non plus vraiment en question l'origine, les racines du phénomène. Et pour régler un problème, il faut le prendre à la racine, parce que si on reste en surface, eh bien, on ne règle pas le problème en fait, tout simplement. L'État français refuse quelque part de voir ce qu'il s'est passé, il refuse de proposer des solutions, des réparations. Il y a eu quelques pas importants, notamment la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité en 2001. Mais ce n'est pas suffisant. Une autre raison, je pense, ce sont tout simplement les lacunes dans l'enseignement. Parce que moi, j'ai beau avoir fait un bac ES et des études qui sont très portées sur l'histoire de la France, l'histoire politique, l'histoire contemporaine, et bien en faisant cet épisode, j'ai découvert plein de choses, même trop de choses en fait, que je ne pensais pas exister. Par exemple, le fait que Djibouti a été indépendant qu'en 1977. Moi, je m'étais arrêtée en 1962, comme la plupart des gens, et pourtant je fais des études dans ce domaine, donc ça me paraît un peu surprenant de ne pas avoir entendu parler de ça dans tous mes cours depuis le début de ma scolarité. J'en déduis qu'il y a un vrai manque de visibilisation de cette histoire coloniale, et donc ça vient évidemment avec le manque de remise en question de l'État français. Et pourtant c'est un très long moment dans l'histoire française, ça a duré depuis le XVIe siècle, on est au XXIe siècle. Donc c'est pas rien dans l'histoire française. Et enfin, encore une fois, ça vient d'un manque de volonté politique, mais il y a une volonté politique de conserver des symboles coloniaux et racistes hérités de la colonisation et qui servent de symboles de la République française et de fierté nationale d'ailleurs. Donc ça ancre la nation dans l'imaginaire hérité de la colonisation. C'est visible par exemple avec tout ce qui est statues de gouverneurs coloniaux qui sont sur les places des villages et des villes, tous les noms de rues qui rendent hommage à des colonisateurs, des gens qui ont massacré des gens en Afrique et en Asie. On a aussi, comme je l'avais dit, des penseurs politiques comme Victor Hugo, Jules Ferry, qui sont pas du tout connus pour leur soutien à la colonisation, mais qui sont glorifiés pour d'autres apports à la société française. Voilà, c'est la fin de cet épisode Colonisation et racisme à la française, dans lequel j'ai voulu montrer comment la colonisation française a installé un racisme qui existe encore aujourd'hui en France. C'était un épisode sur un sujet très vaste et je n'ai pas abordé tous les aspects de la colonisation française. Il y a plein d'autres endroits où creuser et c'est pour ça que je vais mettre en description de l'épisode des références mais aussi mes sources principales sur le sujet. L'épisode est disponible en audio sur toutes les plateformes de streaming. Merci d'avoir écouté.
N'hésitez pas à commenter, poser des questions, apporter vos propres connaissances et vous pouvez me contacter sur Instagram @dans le meilleur des mondes _. C'était Mathilda et à bientôt dans le meilleur des mondes.